C'était quoi l'affaire avec le Ebony Alert? J'en ai aucune fucking idée. Genre, Spike Lee a décidé de racialiser le Amber Alert. Come on, là. Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai Antoine, hello, bonjour. Bonjour Antoine, ça va? Hello. Ben oui, ça va bien, toi? Super. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Aujourd'hui, on va parler d'un film de Spike Lee, le nouveau Spike Lee, Highest to Lowest. Highest to Lowest. Highest to Lowest. Encore avec Denzel Washington, comme toujours. Bon, c'est l'adaptation, entre guillemets, du film de Kurosawa, du même livre. Réimagination. Ouais. Ça dépend comment tu le vois. Beaucoup de similarités avec le film d'Akira Kurosawa sorti en 1963. C'est juste les contextes qui changent un peu. Ouais, le contexte, c'est en 2025, hein, le film. Oui, mais tu sais, dans l'original, c'est un gars qui a une compagnie de chaussures, puis là, c'est un gars qui a une compagnie de maisons de disques. C'est juste le contexte qui change, mais sinon, le core story reste quand même le même. Impression générale, vite, avant qu'on embarque dans la discussion, là. C'était à chier. Oh my God! Oh. All right. Antoine, toi, je me rappelle juste que t'as dit qu'il y a comme 90% sur Rotten Tomatoes. Je suis comme genre, ok. Ah, je sais. Mais là, bro, il doit avoir glazing, c'est quoi ça? Il doit avoir descendu, là. Il est comme à 88, je pense. Oh my God, qu'est-ce qu'il fait à 88? Mais gars, tu vois, sur IMDb, il était comme à 6. Sur Letterboxd, il est comme à 3. C'est comme genre, ouais, sur les autres sites, il est beaucoup plus bas. Puis la note de l'audience sur Rotten est quand même à 85. Écoute, je comprends pas. Moi, mon impression générale, c'est première partie vraiment boring à chier. La deuxième est quand même un peu meilleure. That's it. Elle est meilleure, mais Chris, la première moitié, j'étais comme en train de m'endormir. Il fallait que je vois le film en 2 fois. Il faut que je le mentionne tout de suite. C'était quoi cette crise de musique-là? La musique la musique était vraiment horrible. C'était de la musique de Hallmark Cinema pendant tout le long. Les dialogues, t'as du piano qui joue mélodramatiquement pendant qu'il y a des dialogues. C'est genre, bro, t'essaies-tu de m'endormir? C'est quoi la joke? What up, B? Come on, B. What's up, B? Puis, tu sais, à part Denzel Washington puis Jeffrey Wright qui donnent des bonnes performances, le reste était vraiment horrible. La performance de celle qui joue sa femme, horrible. Les deux, en fait, la scène quand que... Attends, on va commencer à parler du synopsis du film. Donc, le film raconte l'histoire de David King, qui est un music mogul qui habite à New York. Il y a un c'est le propriétaire de Stacking Hits Records. C'est un record qui était populaire dans le début des années 2000. Puis là, il est comme en déclin un peu, puis quelques années auparavant, il a vendu des parties de sa compagnie que là, il regrette, donc il veut les réacheter. Problème, c'est que là, son fils se fait kidnapper, puis finalement, oups, non, le kidnappeur s'est trompé de personne, il a pas kidnappé le bon, il a kidnappé le fils de son chauffeur, qui est comme, basically, l'oncle de son fils, sans être le vrai oncle de son fils. C'est trop ambigu pour aucune raison. Les liens familiaux qui sont pas les liens familiaux. Mais en même temps, ça, je pense, c'est plus... dans la culture afro-américaine, un peu les trucs de tu choisis ta propre famille, ces affaires-là. Oui. Fait que ça, je peux l'accepter, là. Mais tu sais, le gars, le chauffeur, il habite carrément chez lui, là. Ça me fait un peu rire. Mais c'est ça. Donc ça, c'est le core film. Les kidnappeurs demandent 17,5 millions de dollars en francs. C'est pas mal juste ça. Et c'est ça. L'intrigue, c'est pas grand-chose, là. C'est pas la grosse intrigue, mais c'est comme le dilemme entre... au début, il allait payer pour son fils. Là, il veut pas payer, mais est-ce qu'il va payer? Tout ça pendant qu'il y a de la musique mélodramatique. Puis, je trouve comme genre... C'est tellement une mauvaise... en tout cas, c'est une mauvaise adaptation du film de Kurosawa. Oui, définitivement. Mais là, parce que... Vas-y. Non, vas-y. J'ai déjà monopolisé un peu. OK. Dans le fond, c'est vraiment reprendre les mêmes dilemmes, mais vraiment surface level. Ouais. Et c'est tellement shallow, la façon qu'il reprend. Le script est vraiment, vraiment shallow. Ça me rappelle son Old Boy, son adaptation de Old Boy. Oui. C'est juste comme plan par plan, c'est horrible, là, à quel point c'est pas bon. Là, Highest to Lowest, je pense que c'est mieux que son Old Boy. Okay. Parce que la deuxième partie est un peu meilleure, mais la première partie est vraiment horrible. C'est vraiment pas bon. Avant d'arriver là, la scène, quand il apprend que son fils a été kidnappé, je l'ai vraiment trouvé horrible. Genre, aucun dialogue sur le téléphone, c'est pas qu'est-ce qui se passe, t'as juste une réaction de loin.
On n'est pas proche de Denzel quand il l'apprend. On est loin, fait qu'on n'a aucun impact émotionnel. Il rentre, puis il dit juste « Trey s'est fait enlever. » Puis là, sa femme est genre « Quoi? » Genre, la scène est vraiment horrible. Puis pendant ce temps-là, il y a un petit piano mélodramatique qui joue trop fort. Écoute, j'ai rarement vu de la musique aussi horrible dans un Puis film. je dois aussi le mentionner, là, je veux dire, les compositions étaient vraiment boring tout le long du film. Ouais. Pour Tu moi, parles là, des plans de caméra, dans le fond? les plans de caméra, le blocking en général, il était. Ouais, Mais il y en a même des plans que je trouvais ça sloppy. C'était Ouais, mais vraiment non, décevant. on passe d'un film. Le film original, c'est genre probablement le meilleur film au point de vue du blocking. Puis là, c'est comme, come on, man. C'est comme c'est Horrible. un des Spike Lee les plus sloppy visuellement que j'ai vu. Ouais. C'est Ben, comme. personnellement, c'est le pire Spike Lee que j'ai vu. Ouais. Mais je pense que son Old Boy, c'est le pire pour moi, là, J'ai mais pas vu celui-là, Old c'est Boy. comme. Fait que Ouais, mais tu regardes-le pas. j'ai pas envie non plus. J'ai vu l'original. C'est déjà bien en masse. J'ai pas besoin Ouais. de voir le remake. Puis il y a du monde qui ont juste vu le remake. Fuck. Ça, c'est comme aller voir l'original. Mais non, c'est la première partie jusqu'à la scène du Subway était vraiment boring. Là. Je cognais des clous puis j'hésitais à aller me coucher puis de le finir à matin. Là. J'étais comme, man, c'est boring, je comprends pas là, pourquoi. Genre, la musique. Je vais juste mentionner la musique tout le long du podcast, c'était tellement horrible. Non, la soundtrack était à chier. Là. Je comprenais pas les choix. Puis pour aller plus dans la deuxième partie, j'ai pas vraiment aimé l'acting d'A$AP Rocky. Non, moi non plus, c'était pas. Ça paraît que c'était son premier outing en tant qu'acteur. C'était pas super vraiment fort. Il est pas À intimidant. part la scène dans le studio d'enregistrement que j'ai trouvé vraiment le fun. Parce qu'il y a comme un petit back and forth, puis les deux ils font comme du pseudo-rap sans musique. Ça, j'ai Ouais. trouvé ça le fun. Un peu freestyle. Un petit peu freestylé, genre les. Puis tu sais, A$AP Rocky, il me faisait rire avec son What up B, come on B. Genre, ok, là. Genre, ton langage est pas très diversifié, là. Mais non, c'était. Oh non. Nick, il m'entend plus. Nick a des problèmes d'enregistrement à chaque semaine. Calice, attends, je reviens. Problème technique avec Nick. Bon, désolé. Tu m'entends, là? Ouais. Yeah. Je vais aller sur. Je m'entendais pas s'il y avait un moteur dans mes À oreilles. chaque semaine, ça fait ça, c'est weird. Fait qu'on était sur. La performance d'A$AP Rocky, je pense, c'est ça? Ouais, A$AP Rocky. A$AP Ah non, Rocky. lui puis celle qui joue sa femme donne vraiment les pires performances du film. Là. Puis lui qui joue Trey, c'était pas super non plus. Ça me fait rire que son fils Trey, qui est un adolescent, a un poster de Kamala Harris dans sa chambre. C'est tellement random, c'est quoi le rapport? Je sais pas, j'ai vu le poster, j'étais genre, c'est quoi ça? Il y a pas un jeune de 17 ans qui a un poster de Kamala Harris dans sa chambre. Come on! En plus, c'est le fils d'un riche. Mais non, mais c'est ça, t'aurais pu mettre le poster à un rappeur célèbre, c'est comme genre Kendrick ou Drake, là. Ouais. Ça n'a aucun sens quelqu'un là. Non, c'est ça m'a fait tellement stupide. C'était vraiment stupide, mais c'est vrai que c'était drôle. C'est vrai que c'était drôle quand même. La police du film qui est juste complètement inutile. Oui. La police passe de hey, on décide que Jeffrey Wright, c'est à cause de lui, fait qu'on va se mettre sur son dos. Alright, on se met sur son dos. Puis là, il interroge le fils quand il revient. Puis là, c'est comme il est fatigué, on va lui laisser du temps. Puis là, quand le fils du chauffeur revient, ils veulent pas lui laisser de temps. Il est comme il est fatigué. Non, on va pousser, là. Là, on pousse. C'est comme ta gueule, cette police de merde. Come on. C'était quoi l'affaire avec le Ebony Alert? J'en ai aucune fucking idée. Genre, Spike Lee a décidé de racialiser le Amber Alert. Come on, là. Oh my god. C'est tellement stupide. J'ai vraiment cringe à ce bout-là. J'étais comme... Non, il n'y a pas une alerte différente pour les blacks, là. C'est quoi la joke? Le Amber Alert marche pour n'importe qui. Le Amber Alert n'est pas raciste. Come on, là. Juste parce que Amber, c'est basically le nom d'une white girl. Come on. Ebony Alert. Fuck. Non, mais ce film-là me donne plus les vibes de Awkward Hunk. Ouais. C'est vraiment ça que ça me donne les vibes. Parce que Spike Lee, tu sais, comme j'ai dit dans le dernier podcast, c'est soit hit or miss avec lui. Puis là, c'est vraiment miss. Il y a miss, là. Puis, tu sais, moi, j'ai pas vu son film entre les deux. Le dernier film que j'ai vu de lui, c'est Black Klaxman. Fait que je vais juste comparer avec ça. Puis, tu sais, Black Klaxman, c'est un chef-d'œuvre comparé à... Genre, c'est un chef-d'œuvre tout court, là. Je vais pas dire comparé à ça. Mais c'est bizarre de passer de ça à ça. C'est un bon film comparé à ça. C'est
C'est vraiment un bon film. Mais, ouais. J'ai pas passé un très bon moment, honnêtement. J'étais vraiment en train de souffrir. Non, La moi non plupart plus. du Ben, la temps. première partie, je l'ai vraiment trouvé sufferable. Là. Je m'endormais vers la fin de la première partie, jusqu'au moment qu'il échappe le sac. Là, ça m'a comme réveillé un peu parce que c'était juste complètement ridicule comme prémisse. Tu sais, on passe dans l'original, ils sont dans un train normal. Faut qu'ils lancent le sac à un certain spot pour que le kidnappeur ramasse le sac. Là, les kidnappeurs ramassent le sac juste par un fucking hasard. OK, ils ont décidé d'arrêter le train à ce moment-là. Je comprends. Mais là, tu te planifié le fait que Denzel va échapper le sac. Ça marche pas, là. Puis en plus, c'est reveal plus tard qui a été filmé, puis là, il est ridiculisé online pour avoir échappé le sac. Puis là, les assurances, ils veulent plus, ils veulent avoir leur argent parce qu'ils ont vu la vidéo. Qui a filmé la vidéo? Genre, je comprends, il y a quelqu'un qui l'a vu, mais le train est en mouvement 2 secondes avant qu'il échappe le sac. C'est qui a filmé ça? C'est comme... Puis, je dois juste dire, Denzel, il est bon, mais il fait juste du Denzel dans ce film-là. Ouais. Ça, je suis d'accord. Non, ben lui et Jeffrey Wright, j'ai l'impression qu'ils ont comme un petit peu improvisé des lines parce que les seuls bons dialogues, c'est entre ces deux personnages-là. Le reste des dialogues étaient flat et boring, puis vraiment sur la surface. Là. Je pense que Denzel puis Wright, il y avait juste du fun sur le set, puis ils se sont mis à improviser des lines, puis c'est pas qu'ils disaient, ouais, je vais regarder ceux-là. Il y a un commentaire que j'aime beaucoup sur Reddit, sur le official discussion sur Arc Movie. Il y en a un qui dit « To me, the film was Spike Lee version of Megalopolis. » Dang! C'est vrai que ça donne... C'est deux awkward honk dans le fond de ce film-là. Exact. Tu sais, en regardant ce film-là, je me rends compte je comprends un peu Tarantino, qu'est-ce qu'il veut dire par le fait qu'il veut juste faire 10 films puis pas en faire plus quand il va être vieux. Mais Antoine, tu peux contraster ça. Le dernier film de Martin Scorsese, c'est Flower Moon. C'est un fucking masterpiece, ça. Je le sais, c'est vraiment... Il y a une dichotomie entre les deux où est-ce que... Tu sais, il y a certains réalisateurs qui vont juste vieillir comme un très bon vin, puis il y en a qui vont juste vieillir comme une bière flat qui reste dans le frigidaire. Ouais, mais Chris Coppola, ça fait comme tellement longtemps qu'il n'a pas fait de bons films. Là. Ouais. Ça fait comme 30 ans. Ça fait un bout que sa bière est rendue flat, là, ça, je suis d'accord. Non, c'est ça. Mais tu sais, Coppola, il a aussi ride sa carrière sur des gros masterpieces, puis après ça, dans le fond, il a arrêté de dire non. Il a fait 3 masterpieces dans les années 70, plus un très bon film dans les années 70, et après ça, c'est comme genre, ok, t'as 2 films qui sont bons, puis le reste, c'est comme mid ou vraiment pas bon. C'est ça que je veux dire, c'est Coppola, il a ride sa carrière sur ses gros hits, puis après, les studios, quand t'as des films de même, les studios font juste arrêter de te dire non. Ouais, parce que t'as fait des masterpieces de l'histoire du cinéma. Exact. Ça, où t'as un gros following, comme, mettons, Snyder, il a pu faire Rebel Moon, puis Netflix, ils ont juste, alright, fais ton affaire. Parce qu'il y a un gros following. Veux pas, il y a quelque part il aurait pu avoir quelqu'un qui dit non quelque part à quelque chose. Là. Et tu vois, Scorsese, lui, il est juste super consistant tout le long de sa carrière. Il y a peut-être des duds ici et là, mais il y a toujours des très bons films. Scorsese se fait encore dire non. C'est ça la différence. C'est que Scorsese, il a fait des excellents films, mais ça n'a jamais été les gros blockbuster hits. Fait que ça a comme jamais été une valeur sûre au point de vue financier. Fait que, tu sais, Killer of the Flower Moon, il a eu de la misère à avoir du financement. C'est pour ça qu'il a été avec Apple pour le faire. Mm-hmm. C'est Apple qui l'avait fait? Je pense que je me trompe. Oui. Ouais, c'est ça. C'est Apple qui l'avait produit. Parce que... Paramount avait dit non, tous les studios disaient non, c'est comme parce que ça coûte trop cher. Après, tu sais, The Irishman, c'est la même chose, la plupart des studios disaient non, c'est Netflix à un moment donné qui ont dit alright, on va te donner l'argent nous autres. Puis encore là, après ça, ils voulaient faire Killer of the Flower Moon, puis Netflix c'était comme sais-tu quoi? Non. Mais tu vois, Scorsese, il a toujours la volonté de vouloir raconter des histoires. Comme il a dit, je vais pas pouvoir raconter toutes les histoires que je veux raconter parce que bon, il se fait vieux, là. Ouais. Mais malheureusement. C'est ça qui est ça, la mortalité. Est-ce qu'on peut cloner Scorsese, s'il vous plaît? Ouais, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. I sacrifice my life for him to live eternally. Ouais, puis non, c'est ça, il y a une grosse différence entre ces réalisateurs-là. Mais tu vois, c'est comme... Il y a des artistes qui piquent pendant comme une dizaine d'années, puis après ça, ils font juste des trucs mid ou de la merde. Puis il y a des artistes qui sont consistants tout le long de leur carrière. Ben c'est ça, il y a une partie de moi qui comprend Tarantino dans qu'est-ce qu'il dit, puis il y a une partie de moi qui comprend pas parce que t'as fait 9 films qui sont juste excellents. Genre, comment tu penses mais pour Tarantino, ça n'a pas rapport parce que Chris, ton dernier film était bon. Là. Je sais. Puis t'as plein de bons films dans toute ta carrière. C'est comme tu peux pas. C'est pas la même truc. Là. Je pense que pour lui, c'est rendu une phobie. Tu sais, c'est une peur irrationnelle, son affaire. Là.
Non, mais c'est depuis le début de sa carrière qu'il se dit ça. Fait que c'est sûr que ça va pas bien dans sa tête. Là. C'est correct d'échouer une fois de temps en temps si tu reviens à faire des bons films après. Je veux amener une quote que Denzel a dit très, très récemment. Denzel a révélé dans une entrevue qu'il regarde jamais de films à cette heure. Il a juste complètement arrêté de regarder des films. Dans le fond, ouais, je sais ça parce que j'ai regardé The Criterion Closet où il y a des célébrités qui vont parler des films qu'ils aiment. Puis t'avais les deux fils de Denzel qui ont fait une interview. Puis tu sais, il y a un des fils qui est en train de parler comme genre d'un film, comme genre assez méconnu. Puis l'autre, il s'en vient, il fait Jackie Chan, y'all. C'est un des meilleurs clips de Criterion Closet pour moi. C'est vraiment un des meilleurs clips. Ouais. Ah non, c'est... Know what I mean? Je comprends juste pas. Parce qu'en plus, Spike Lee a fait des très très bons films dans sa carrière. C'est juste là. J'ai l'impression qu'il aurait pu avoir Ice Cube comme acteur principal là, dans ce film-là. Ice Cube, il est dans le meilleur film de l'année 2025. Yeah. Honnêtement, je serais d'âme de l'écouter juste pour voir si c'est meilleur que ça. Je pense que ça a plus le fun que ça. Ben honnêtement, je pense, puis je dirais, pour le podcast, c'est probablement le pire film de 2025 pour l'instant. Ouais, pour notre podcast. Ouais, parce que j'ai pas vu tous les films non plus. Je suis très, très triste que ça soit pour Spike Lee, parce que c'est un réalisateur que je respecte, là, mais c'est comme... On peut pas nier le fait que c'est vraiment pas un bon film. Ah non, Black Klaxman, c'est mon film préféré de l'année qui est sorti. C'est vraiment 2019, dommage. je pense, ouais. Ouais. C'est que je me rappelle encore de la fin super impactante avec les footages. C'est comme... Non, c'est un bon film. C'est 2018. 2019, j'étais proche. 2019, c'est mon film préféré, c'est Once Upon a Time. Ah oui, Once Upon a Time. Je pensais que c'était en 2018. Mais, non, il n'y a pas de trouble. C'est une année de différence. Ah non, les commentaires sur Reddit, là, j'ai scroll, là, pis c'est vraiment genre, c'est pas bon, là. Le monde, il aime pas ça. Je sais pas qu'est-ce qui cook les gens sur Rotten Tomatoes, qu'est-ce qu'ils filment, là, mais c'est... Non, les reviewers sont... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris avant de... Tu sais, ils ont été voir le film au cinéma, ils se sont pas endormis pendant la première partie, puis genre, ils donnent des bonnes critiques, pis c'est comme... Dude, c'est de la musique de Hallmark, là. C'est quoi la joke? Mais c'est parce que là, il a changé de compositeur de musique aussi. C'est pas le même que d'habitude. Ok, bien c'est un échec total pour ce film-là, en tout cas. La seule chose que je peux donner de positif au film, c'est la cinématographie. La cinématographie était belle. Mais tu sais, ça vient avec le territoire de filmer sur bobine. Ça risque d'être beau. Au moins, il n'a pas été sur digital. Là, fait que c'est déjà ça. Mais je veux dire, au niveau de la composition puis du blocking, ça avait l'air d'une télésérie. Le film, honnêtement, on dirait une parodie de l'original. C'est ça que je me suis dit un peu. C'est comme genre, ok, on va prendre l'original et on va faire la merde avec. C'est quoi? Pourquoi Spike Lee veut faire des adaptations de films asiatiques classiques? Je comprends pas. J'ai vu un commentaire sur Letterboxd, keep Spike Lee away from Asian cinema. Oui, c'est comme s'il vous plaît. C'est parce que là, les gens ils étaient pas contents là, sur Letterboxd. C'est comme genre, ok. Comme il y a tellement un gros switch sur le ton du film entre la première partie que la musique est super hallmark, c'est juste du piano mélodramatique qui est joué 3 décibels trop fort pendant les dialogues. Puis t'arrives à la deuxième partie, c'est full orchestral, puis la musique est bonne. Puis c'est comme, pourquoi on n'a pas ça dans la première partie? Je sais pas, c'est pas cohérent. Non, vraiment pas. La première partie, la musique, on dirait que c'est de la musique libre de droit qui a pogné sur Internet. Comme, comment, là? Ça fait vraiment téléfilm pour moi. Oui, vraiment. Puis c'est... j'ai vu un article qui demandait, le titre de l'article était « Pourquoi ce nouveau film avec Denzel Washington n'est pas au cinéma? » Ben, c'est pour ça. C'est comme... Il est pas bon. C'est pas un bon film. Puis, veux pas, c'est produit par Apple. Fait c'est Spike Lee qui a probablement dit non, je veux absolument qu'il aille au cinéma une semaine. Puis le fait qu'il ait une semaine au cinéma, c'est juste pour qu'il soit éligible aux Oscars. Ça gagnera pas un Oscar, ce film-là. Ben non. La dernière fois qu'il a été aux Oscars, il a pu se tourner le dos à la scène parce qu'un film réalisé par un blanc avec un black dans son film a gagné Best Picture. Ben là, il pourra pas y aller. Fait que t'as réglé ton problème, tu t'auras pas à te tourner le dos. Too bad. Il va faire des films de merde. Oh no! Anyway. Ouais, c'est... Ah, puis je dois aussi mentionner les placements de produits là, pour Beat. Ah, mais ça,
Ça me fait tellement rire. Il est dubbé comme genre la personne avec les meilleures oreilles dans le business. Il écoute il écoute la musique avec des beats, qui est genre les pires écouteurs possibles pour écouter de la musique. Puis il les écoute en Bluetooth en plus. C'est la pire façon de consommer de la musique si t'es là pour avoir genre ton oreille. Je l'ai vraiment trouvé drôle, ces mimiques qu'il faisait pendant la scène finale qui était complètement pas nécessaire au film. Genre, la fille, elle fait juste jouer. Mon sel vient de sonner, je pense. Elle fait juste jouer sa tune qui est juste trop longue en plus. Puis là, il écoute la musique, puis genre, avec les yeux fermés, puis il fait bouger ses oreilles. Puis c'est genre, qu'est-ce que tu fais, Denzel? C'est cringe. Oui. C'est cringe. Puis, elle finit la tune. La tune, c'est une bonne chanson, puis elle chante super bien. Là. Elle a une très belle voix. Il demande c'est quoi le titre de la chanson. Elle dit « It's highest to lowest ». J'étais genre « Non! » Non! Ah, puis je dois dire, quand il introduit le titre du film, la typographie, elle fait vraiment, vraiment cheap. Ouais. Ça, pour moi, là, c'est juste la façon dont j'ai vu ça, j'étais comme genre, bro, ça fait cartoon. Là. Ouais. Mais j'ai bien aimé que le film, au moins, il start direct. Tu sais, il n'y a pas genre 3 minutes de production title ou whatever. Le film commence direct. Ça, j'ai bien apprécié. Mais Directly sinon, to shit. tu sais, j'ai trouvé ça bizarre la façon qu'il a introduit la scène d'ouverture où est-ce qu'il panne de loin vers le building, qui est une façon bien normale. Puis ensuite, Denzel est au téléphone. Puis là, c'est juste des shots statiques, vraiment boring. Probablement pour nous rappeler un petit peu les shots de l'original, parce que c'est beaucoup de shots statiques dans l'original, mais c'est des shots qui sont composés de manière masterful. C'est déjà ça. Là, on a juste Spike Lee tout seul qui parle au téléphone. Puis la seule chose qu'il dit au téléphone, c'est « Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. » Genre, OK, là. Puis là, la scène finie, il rentre. Puis là, il y a un gros pan. Genre, c'est comme, OK, non. Il y a comme... C'est surtout que le blocking statique de l'original, ça voulait dire des trucs au niveau des personnages et tout ça. Tu sais, le blocking était intentionnel pour le storytelling. Ouais. Là, c'est juste comme c'est limite, c'est random, c'est super ennuyant la façon que c'est présenté. Ouais. C'est comme, on se répète, là, mais c'est comme, c'est vraiment pas... Ouais. Pas bon. Puis j'ai pas revu l'original non plus, je pourrais le dire, parce que j'avais dit la semaine passée que j'allais le revoir. Mais après avoir vu le film de Spike Lee, je me suis dit non, parce que sinon je vais vraiment détruire le film. Ouais, je comprends, parce que c'est pas... Même moi, ça fait longtemps que je l'ai vu, puis j'étais comme, OK, c'est pas une bonne adaptation, ça, là. C'est même pas une bonne réimagination de l'original. Puis c'est dommage. Écoute... Kurosawa, il se retourne dans sa tombe. Là. Littéralement. Comme complètement, il a complètement manqué le bateau sur les thématiques du film, sur la dichotomie entre les pauvres et les riches. Là, c'est juste un rappeur qui veut juste impressionner un label. C'est très shallow. Oui, vraiment. C'est tout comme, le long du film. C'est quoi les chances aussi que le fils du gars du label, il ait donné une playlist puis la tune du kidnappeur soit... C'est comme tellement genre aléatoire que c'est comme... Puis, il n'y a pas d'excuse à être plus, comme genre, à être ennuyant, le film, parce que le film, en fait, il est plus court que l'original. L'original, c'est 2h25. Ouais. L'original, il est super dense, super compelling tout le long du fucking film. Tu sais, t'as pas d'excuse, Spike Lee, pour ça. Non. Vraiment pas. La scène, quand que j'ai trouvé ça... Tu sais, pour revenir avec la police incompétente, tu sais, ils sont là à demander au jeune qui s'est fait kidnapper puis il s'est fait battre, comme... Qu'est-ce que tu te rappelles? C'est quoi tu te rappelles? Puis comme je me rappelle rien, mais je me rappelle, il y avait une chanson qui jouait tout le temps. Puis là, il commence à faire la chanson. Puis la police sont comme, ah, OK, mais ta gueule. Genre, c'est quoi? Puis là, le lendemain ou la soirée même, Denzel revient en ayant trouvé la même chanson. Il est comme, non, je veux juste faire jouer la chanson. Est-ce que c'est cette chanson-là? Puis encore une fois, la police dit, non, c'est pas nécessaire. Là. Ça n'a pas rapport à notre investigation. Là. De quoi tu parles? T'as Denzel, c'est le seul qui a parlé avec la personne. Il dit qu'il reconnaît exactement la voix. Puis en plus, c'est pas comme si c'était un chanteur. C'est un rappeur. Un rappeur, là, il a la même voix quand il parle que quand il rappe. La plupart du temps, en tout cas. Puis il reconnaît exactement c'est qui. Puis là, c'est comme, la police est pas utile. Fait qu'on va aller régler le compte nous-mêmes. Il y a une scène qui me fait beaucoup rire, par contre. C'est quand que Denzel puis Jeffrey Wright arrivent à l'appartement. Puis là, Denzel, il demande le petit gun. Comme, donne-moi le petit gun. Puis là, il donne le petit gun. Puis là, l'autre, il sort un gros deagle. Ça me fait rire. Comme, c'est quoi ça? That's mayhem.
Ça m'a fait bien rire. Après, c'est la scène dans le studio d'enregistrement qui est la meilleure scène du film, selon moi. C'était très bonne, la scène. Ça m'a fait rire. Il fait juste mettre le gun dans le dos de l'autre qui enregistre, puis l'autre fait juste sacrer son camp. J'étais sûr, genre, j'étais comme, il va peut-être ramener des renforts, quelque chose. Non, il ramène pas de renforts, rien. Il fait juste sacrer le camp. J'ai bien aimé le fait que Jeffrey Wright, il se fait couper... il reçoit de la vitre dans les yeux. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans un film, pour être honnête. Là, quelqu'un qui se fait shot dans son char, il se fait pas tirer direct dessus, mais les impacts de la vitre arrivent dans sa face. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Quelque chose que j'ai jamais vu dans un film. Quelque chose que j'avais jamais pensé. Non, tu le mentionnes là, puis c'est vrai que j'ai jamais vu ça dans un film. J'ai vu ça, puis j'étais comme, hey Chris, j'ai jamais pensé à ça. C'est comme... Tu sais, peut-être qu'il touche pas, mais la vitre, elle revole. Un petit détail, mais c'est vrai que... Ouais. Juste un petit détail que j'ai trouvé cool. Denzel Washington, il a 70 ans, celle qui joue sa femme de 35. Remarque, il joue un label mogul, là, fait que ça fait du sens. Là. C'est juste qu'ils ont été quel ensemble. âge, Denzel, déjà? Il a 70 ans. Le clean. Puis son fils, c'est un teenager, puis sa femme a la moitié de son âge. Ça fait aucun sens. Chris, il vieillit bien. Oui, non, ça, oui. Il vieillit très, très bien. Il y a un commentaire que je comprends pas là, sur Reddit. Spike Lee cannot end the film, I guess. Puis quelqu'un qui dit that's an A24 issue, not a Spike Lee issue. Puis là, il y a quelqu'un qui dit it was definitely an issue in Black Lives Matter. Genre, quoi? Hein? Non. Non. Juste non. Y a-tu d'autres choses que je veux dire sur le film? Toi, y a-tu d'autres choses que tu veux dire sur le film? Je pense qu'on a fait le tour. Non, je pense que moi aussi, on a fait le tour. Là. C'était pas la grosse affaire. Là. J'ai trouvé ça tellement ridicule quand que la scène dans la prison à la fin, complètement ridicule, complètement pas nécessaire. A$AP Rocky qui est juste « come on, signe-moi, comme si tu vas pas aller en prison pour les 25 prochaines années. » Exact. Genre, il y a pas un label qui est genre... Puis en plus, il est comme « billion of streams depuis mon arrest. » Comment tu le sais? T'as pas de téléphone, t'as pas Internet. Les gardes t'ont menti. Il y a quelqu'un qui t'a menti. Là. Clairement. Parce que 2 scènes avant, le fils, il dit 4 des top 10, c'est des chansons du label. Clairement, le top 1, c'est pas des chansons du gars. Là. Young Felon qui devient Old Felon. Cette line-là m'a fait bien rire, par contre. Young Felon qui va devenir Old Felon parce qu'il va juste passer 25 ans en prison. Ou le petit bout, quand il récupère l'argent, puis la policière est comme... Quand est-ce que les gens vont comprendre que la première place où est-ce qu'on check, c'est en dessous du lit? Ouais, non, c'était pas vargeux comme film. Là. Au moins, la deuxième partie a comme rehaussé un petit peu le film, parce que ça l'a piqué un petit peu plus mon intérêt vers la fin, mais là, ça peut pas sauver une première partie autant boring. Là. Je peux pas passer de m'endormir. Là. Non. La première partie, pour moi, c'est vraiment comme un 2 sur 10, la première partie pour moi. Elle était vraiment horrible. Là. Vraiment. Selon moi. Les dialogues étaient horribles. L'acting à part Denzel était pas tant bon. La musique était insupportable. La musique, c'est honnêtement le pire score que j'ai jamais entendu. Là. Je trouve aussi niveau comme framing composition, c'était vraiment sloppy, surtout dans la première partie. Il y avait juste la cinématographie qui était belle, mais à part ça, c'est comme... Mm-hmm. Mais tu sais, comme j'ai dit, ça vient avec le territoire de filmer sur bobine. Non, mais c'est ça aussi. On s'en calisse. On peut aller voir des films qui sont même meilleurs que ceux qui sont plus beaux. Ouais. Bref, t'as-tu une note pour Highest to Lowest réalisé par Spike Lee? 3.5. Ouais. Je m'a donné la même note, je te dirais. Ouais. OK. Puis encore là, j'ai préféré Megalopolis. Puis Megalopolis, j'ai pas été capable de le noter tellement que c'est un film weird. Faudrait vraiment que je le revoie, là, Megalopolis. Je dirais que Megalopolis a un potentiel d'être un film comme genre culte ou un film qui divise beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est de la merde puis il y a des gens qui trouvent Megalopolis, que c'est vraiment incroyable. Dans 10 ans, le monde va encore en parler. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un objet qui est intéressant. Ouais. Même dans ses échecs. Là. C'est juste un film très weird. C'est vraiment weird. Il y a des plans qui sont super beaux, puis t'as des plans qui sont vraiment moches, puis t'as des... Mais les acteurs, ils font quand même une bonne job relativement. Là, c'est comme juste... Il y a des shots boring dans Highest to Lowest. Les acteurs sont tous pas tant bons. Parce que Spike Lee, c'est pas... On est loin des frères Safdie avec la direction d'acteurs qui sont pas des acteurs. Là. Exact. Spike Lee, il est meilleur avec des bons acteurs. C'est quand même ironique qu'il a fait un meilleur film avec le fils de Denzel qu'un film avec Denzel.
Je viens juste de penser à ça que Black Klansman, c'est avec le fils de Denzel Washington. Oui, mais là, il a fait plein d'excellents films avec Denzel aussi. Ouais, là. je sais. Non, je parle récemment, là. Ouais, récemment, mais je comprends ce que tu voulais dire, là, mais c'est... Ouais. Mais bref, donc cette semaine, il y a le TIFF qui est en train de jouer. Les retours sur le prochain Knife Out sont quand même intéressants. J'ai une critique ici, un petit review qui dit que Josh O'Connor, qu'on a vu dans le film excellent de tennis, je blank sur le nom. Là, Challenger, yes. Josh O'Connor, il steal le spotlight dans le film. Donc, c'est pas mal juste ça qu'il dit sur cette critique-là. Ben, j'ai pas envie de me spoiler le film qui sort en décembre. Fait que je veux pas lire les critiques non plus. Je vais juste lire les title shit. Ils disent aussi un gros changement de ton. Je sais que t'as pas vu encore le deuxième film de Knife Out. Faudrait que tu le vois avant. On pourrait peut-être en parler avant. Mais c'est ça. Les critiques, les reviews sont quand même bons. Les retours pour le film... oh my God, j'ai crinché. Les retours pour le film avec The Rock sont absolument incroyables. Je t'ai envoyé un screenshot plus tôt dans la semaine. Vraiment des excellentes critiques. Ils disent que c'est son meilleur rôle à vie. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Un film réalisé par un des frères Safdie. Donc, j'ai bien hâte. Il y a une nouvelle qui m'a fait vraiment rire cette semaine. Tom Holland a révélé que les producteurs de Spider-Man n'étaient pas contents contre lui parce que Tom Holland n'arrêtait pas de pitcher des idées qu'il voyait sur Internet. Wow! C'est comme, arrête de checker Internet pour qu'est-ce que les fans veulent, tu sais, comme si genre, les producteurs veulent pas faire qu'est-ce que les fans veulent, puis Tom Holland est comme, oh, mais on pourrait faire ça, là, j'ai lu ça. Fait juste donner des idées qu'il lit sur Internet. Tom Holland, c'est un zoomer, hein? Ouais, vraiment. Grosse nouvelle grosse nouvelle. Une affaire assez intéressante, un props qui a été utilisé pour Empire Strike Back puis Return of the Jedi, je parle bien sûr d'un lightsaber, a été vendu pour 3,6 millions de dollars en auction cette semaine. Le winning bid est un franchise record. L'ancien record était 2,9 millions. Quand même. Yeah, c'est pour un lightsaber là, qui a été utilisé pour le tournage. Là, c'est incroyable à quel point c'est vendu cher. Là, je suis tellement pas bien préparé, je retourne avec TIFF. Le prochain film de Cillian Murphy a eu sa première au TIFF. C'est une réunion avec le réalisateur Tim Millian, qui était le réalisateur pour le film The Small Thing, qu'on a parlé il y a quelques mois. Mm-hmm. Donc, il revient pour un film un petit peu plus petit que Oppenheimer après avoir fait Oppenheimer. Les critiques sont excellentes aussi. C'est un film qui est produit par Netflix. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Cillian Murphy, c'est un acteur qui ne peut pas miss en termes d'acting. C'est un excellent acteur. Ouais, ça n'a pas de sens. Le film s'appelle Steve. Ah oui? Oui. Il y a également le nouveau film avec Matthew McConaughey qui a eu sa première aussi. Ça s'appelle The Lost Bus, qui est une histoire vraie qui raconte un chauffeur d'autobus et une professeure qui ont sacrifié leur vie pour sauver des enfants lors du wildfire à Los Angeles, il y a quelques années. Ça a l'air très, très intéressant. Encore une fois, Matthew McConaughey, c'est un acteur qui ne peut pas miss. Donc, il y a une couple de films là, au TIFF cette année là, qui risquent de bien faire du bruit. Il y a également le nouveau film avec Sydney Sweeney qui ajoute une boxeuse, qui a eu des bons petits retours. Elle s'est fait poser une question sur les jeans. Puis genre, je suis pas ici pour parler de jeans. C'est assez incroyable qu'on lui mentionne ça encore. C'est ridicule. Les white fat women qui arrêtent pas de chialer contre Sydney Sweeney, c'est tellement drôle, là. Elles sont toutes jalouses. Ça me fait tellement rire. Comme, elle fait juste des pubs, puis genre, le monde chiale contre elle. C'est comme... Là, la dernière polémique sur elle, c'est qu'elle a fait un photoshoot comme si elle était genre une ballerine pour une publicité. C'est comme, OK, Mila Kunis puis Natalie Portman n'étaient pas plus des ballerines quand ils ont joué dans Black Swan. Genre, c'est des acteurs, là. Ils font leur job d'acteur, de tabarnak. Ça n'a pas de sens, les polémiques là-dessus. Sinon, c'est pas mal ça. Il n'y a pas des grosses nouvelles cette semaine à part ces affaires-là. Le spin-off de The Office a sorti cette semaine, The Paper. Tu l'as-tu regardé? J'ai écouté 4 ou 5 épisodes. C'est sympathique. C'est pas aussi drôle, évidemment. C'est vraiment pas aussi drôle. Ça joue pas sur le malaise autant que The Office. Mais l'histoire est intéressante.
Ouais, et ça a déjà été renouvelé pour une 2e saison, donc c'est déjà ça. Mais sinon, c'est pas mauvais. Je dirais d'accord. que c'est drôle. C'est pas. C'est la première saison de The Office, ça peut être coup-ci, coup-ça selon certaines personnes. Fait que je vais laisser une chance à la série pour avoir son footing. Mais ça a un bon potentiel. Bon, tant mieux. Mais de toute façon, la première saison de The Office, c'est pas la meilleure non plus. La 2e saison? La première saison, j'ai dit. Non, c'est ça, la première saison, elle avait pas été très bien reçue quand ça l'avait sorti. Ils ont eu de la Même si chance, elle en est quand fait, même d'être. bien. Là. Ben oui. Quand tu look back, elle est bonne. C'est juste. Quand c'est sorti, c'était pas la. Les chiffres étaient pas incroyables, puis les réactions étaient pas incroyables. Mais rendu à la saison 2, le show a trouvé son footing. Une autre petite nouvelle, Cillian Murphy est confirmé pour revenir dans le prochain 28 Years Later de Bone Temple. Donc, il y a un petit rôle dans le film. Donc, on va voir Cillian Murphy. OK. Ça va être très cool. C'est un petit spoiler, mais c'est des choses qui arrivent. C'est pas mal ça, je dirais, cette semaine. Là. Ouais. Puis, je tiens juste à mentionner un petit truc que j'ai vu un matin. Dans le fond, Andrew Garfield puis deux de ses amies comédiennes sont en train de faire une tournée pour After the Run. C'est un film qui marche pas très bien au box-office. OK. Ils se sont fait poser une question par une journaliste sur le state de #MeToo puis #Black Lives Matter qui n'existe plus selon elle. Puis elle a posé ça puis elle dit spécifiquement à Julia qui est une femme blanche puis à Andrew Garfield puis elle a laissé la femme noire hors de question. Oh my God! C'était super awkward à regarder le clip. Ben oui, j'imagine. Gars, je vais t'envoyer ça là. Je viens de voir que le trailer pour The Bone Temple est sorti. Alright. En plus, c'est clairement. En plus, c'est une journaliste d'une minorité visible. C'est vraiment drôle. Oh my God. Le malaise. C'est super malaisant. Now that the Me Too era and the Black Lives Matter era are done. What the fuck are you talking about, lady? Oh my God. Puis dans le fond, la femme blanche, Julia, a dit est-ce que tu peux ôter tes lunettes de soleil parce qu'on ne voit pas, là? Sacrement. Oh God. Man, ouais, c'est vraiment cringe. C'était vraiment cringe. C'est l'actrice de couleur qui y répond. C'est comme, tiens, toi. Tu vas chier. Et comme je sais que la question est pas pour moi, mais je vais répondre pareil. Parce que la question est pour elle, là, tu sais. C'est comme ça n'a genre... pas de sens. C'est absolument... Hey, non, c'est... Fuck C'est quoi? you, cette journaliste-là. Faudrait que je check c'est quoi le film, là. Parce que j'imagine il doit bien avoir un rapport sur le film. Selon moi, c'est juste une journaliste Oh, c'est le prochain film de Luca Guadagnino. C'est le nouveau... Oh! OK, c'est parce qu'il est sorti à Venise. Ouais. OK, ils viennent d'avoir sa première à Venise. Il sort le 10 octobre. C'est comme ça que j'ai appris l'existence de ce film-là, honnêtement. OK. Un matin. C'est un gros casting, quand même. A college professor is forced to grapple with her own secretive past after one of her colleagues is faced with serious accusation. OK, fait que ça a quand même rapport probablement avec le Me Too, mais le Black Lives Matter n'a pas rapport. Là. Mais la façon qu'elle a frame sa question, puis elle l'a juste posée aux deux personnes blanches. Non, ça, c'est ridicule. Puis aussi, Andrew Garfield, c'est même pas une femme, fait que pourquoi il répondrait au #MeToo, là? C'est comme genre... Je sais pas, est-ce qu'il s'avait fait MeToo? Non. Il est Uncontroversial King. Je marque Andrew Garfield MeToo, puis ça me donne juste des trucs de cette interview-là. Non, Uncontroversial King. Ah, ben je sais, ça va être un film qu'il va falloir voir. Luca Guadagnino, il fait des bons films. Ben oui, on va supporter ça. Je m'excuse pour la prononciation de son nom de famille en passant. Je sais pas, je sais que c'est pas comme ça qu'on le prononce. Ah, les prononciations ici, c'est... on est tellement 0 sur 10. On est tellement pas bon. On est des grosses merdes pour ça. Ben tu sais, j'avais super adoré Challenger, le film avec Daniel Craig un petit peu moins, mais il y avait des bonnes affaires dedans, comme on en a parlé sur le podcast, mais c'est pas... Non, Challenger était cool, mais l'autre film il était beaucoup moins intéressant. Ouais. Mais j'ai quand même hâte de voir ce film-là. Mais le gars, c'est une machine, ce gars-là, man. Non, c'est une machine. Là. Il arrête pas. Il y a eu un gros splash depuis 2015, il arrête pas. 15, 17, 18, 22, 24, 25. Puis en 24, il y en a 2. Puis il a gagné un Oscar pour Call Me By Your Name, me semble, pour l'écriture. Non, c'est pas lui qui a fait le screenplay. Mais bon, aïe, c'est... Ah, c'était Queer, le film, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, Queer. En tout cas, mais moi, bon, je peux voir que The Bone Temple, qui va être la suite de 28 Years Later, il a l'air d'avoir beaucoup plus d'action. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Oh ouais, il va y avoir plus d'action dans ce film-là. Ben hâte de voir ça. Benny Safdie a gagné meilleure réalisation. Best Director Silver Lion pour The Smashing Machine, le film avec The Rock. Là, tu veux-tu le voir, le film, Asti? Comment on dit oui? Say yes. Say yes. Good for you. Say I'm yes. happy for you. Je t'ai fait comme Denzel a fait. Say yes.
Say yes. Non. Say yes. Est-ce qu'elle était fatigante, cette scène-là, hein, avec Denzel? Il essaie de convaincre l'autre, puis il fait juste prendre son micro, puis il le remet devant. Say yes. Say yes. Say yes. Say yes. J'étais genre qui est ta gueule, Denzel, là. Oh là là. Bon, c'est le temps de choisir le film pour la semaine prochaine, je crois bien. Parce qu'on a fait le ça, tour. c'est le fun quand même. C'est vraiment le fun. Donc là, on est rendu avec une liste de 18 films. Donc, il n'y a pas vraiment de film... qui va choisir le film cette fois-ci. Oui, mais laisse-moi juste dire aux gens qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles sorties qui sortent la semaine prochaine d'intéressantes pour nous. Donc, on va faire un film québécois. Yo, vive le Québec! Fait que j'ai un dé online en ce moment. On va pouvoir rouler ça. J'ai 18 films québécois devant moi. Donc, je vais juste randomiser la liste de films. Bang, bang. OK, c'est assez. Premier film, 11. Ça va être... C'est Les Jours Heureux, qui était dans ta liste à toi. Puis l'autre, c'est numéro 9. Oh, Maurice Richard. On va écouter Maurice Richard cette semaine. OK, let's go. Let's go. On en a parlé avant le podcast. Ouais, j'étais comme... J'espère que ça va être un film de hockey. Ça n'a pas que Maurice Richard. Mais pour vrai, c'est un excellent film. J'ai hâte de le revoir. Non, j'en doute pas. Puis visuellement, c'est très différent des autres films québécois. Parce que il me semble que je l'avais vu à l'école, celle-là. C'est fort possible. Ça fait très, très, très longtemps. Ça va être un bon film. C'est le film 2005, c'est ça? Ouais, exact. Je pense pas qu'il y en a eu un autre, anyway. Non. Fait que, donc, vous pouvez nous suivre CinemaSim sur Spotify. Nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, puis vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Music, YouTube, c'est les 3 principales. Sinon, peu importe où est-ce que vous trouvez vos podcasts, on devrait être dessus. À part sur audio. Il faudrait se mettre sur audio. Audio? C'est marqué O-O-D-I-O-H. C'est une plateforme québécoise. Attends. Hey boy. Tiens, je t'ai envoyé le lien. Je trouve ça tellement, genre, flyé comme nom de plateforme. Là. C'est une plateforme de radio canadienne, dans le fond. C'est O-H-D-I-O. Audio. C'est un jeu de mots de marde, pareil. Je pense que Dio, ça veut dire Dieu en italien. En plus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh ouais. Dieu. C'est oh Dieu. Alright, fait que t'as-tu ton message de fin du podcast à dire? Activez la cloche des notifications. Yeah. Et laissez un commentaire. S'il te plaît. Laissez un commentaire. 12 écoutes sur YouTube, y'a pas de commentaires. Juste un commentaire. C'est tout ce qu'on veut. Laisse des commentaires. Calisse. Ça va être l'aide. Merci. Bye bye. Au revoir.